Salut à tous, ravi de vous retrouver pour le premier Dragon Mag de la saison. Dragon Mag qui passe cette année de 30 à 40 minutes et forcément aujourd'hui le menu est hyper copieux. Le championnat, la reprise de la Ligue des Champions, la nomination comme capitaine de Chloé Valentini ou encore la présentation de l'équipe et du staff. C'était lundi dernier sur la Moselle. Et pour ce premier numéro de la saison, c'est le président de Metz Handball qui l'invitait. Bonjour Thierry. Bonjour Arnaud. La forme? Oui. En face de vous, il est de retour, un seul chroniqueur exceptionnellement aujourd'hui, c'est mon acolyte Mathieu Anquinet. Salut mon Mathieu. Salut Arnaud, content d'être là pour une nouvelle saison. Et ça repart fort effectivement, comme je le disais, grosse actualité. Et on commence avec la première mi-temps. Je le disais, un chaude actualité dès lundi dernier, avec donc la présentation des joueuses et du staff technique. Après le zoo ou encore l'opéra théâtre, cette fois-ci, nous avons eu droit à une présentation sur l'eau au niveau du Pont-Neuf. Retour sur cette soirée de gala avec Colline l'expert. Une arrivée du président de Metz Handball attendue et surtout remarquable. C'est Thierry Weisman qui ouvre la voie à ces dragons sur l'eau depuis l'un des endroits les plus prisés des photographes et touristes messins. Cette année encore, rien n'est trop beau pour Metz Handball. Il y a 3 mois, on ne savait pas encore ce qu'on allait faire. On avait placé la barre très haut l'année dernière, les années d'avant aussi. Il y a eu le théâtre, le zoo, la cathédrale. On est en année olympique, il se passe des choses sur la scène avec les Jeux olympiques. J'ai voulu que la Moselle soit mise à l'honneur et notre ville aussi qui est superbe. Après Dragonnette, la nouvelle mascotte, Delia Golbet et Emma Tuccella ont ouvert le bal aquatique des joueuses. Chloé Valentini, Camille Depuisé, Emma Jacques, Louise Winterburgard ou encore Christina Jorgensen. Tour à tour, les visages connus et nouvelles recrues du club se sont jetés à l'eau pour se présenter au public. On a eu 20 minutes avant pour un peu manier le bateau, savoir comment ça marchait. Et après les filles, on a très vite compris, on nous a dit que c'était pas hyper compliqué, donc voilà. Mais c'est une bonne idée et une bonne initiative du club. C'est magnifique, très beaucoup viennent et regarder les présentations et nous sommes très contentes, toutes viennent. Parce que le public est notre 8e joyeuse dans le terrain. Un moment convivial apprécié par les joueuses, autant que par les centaines de fervents supporters, tous émerveillés par le spectacle. Très intéressant, c'était vraiment joli à regarder. Déjà l'année dernière c'était quand même pas mal à la cathédrale, mais cette année franchement c'était vraiment exceptionnel. Ça nous permet de découvrir les nouvelles joueuses et les anciennes dans un cadre différent des arènes et de voir aussi les monuments de la ville. Il n'y a que Metz Handball qui fait ce genre de présentation un peu unique dans des endroits de la ville qui sont vraiment très très beaux. Ouais. Ça va avec la ville, ça va avec le club, c'est l'ambiance familiale Metz Handball. Metz Handball est vraiment une équipe qui déchire tout, vraiment, qui réussit dans tous leurs matchs, qui ont une cohésion qui est incroyable et je trouve que c'est beau de les voir comme ça, déambuler sur l'eau et se présenter les unes après les autres. C'était une très très belle parade, sincèrement. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Dragons alors? Le meilleur, le titre déjà en France, la Coupe de France, et je suis peut-être un peu trop optimiste, mais pourquoi pas la Ligue des Champions. Après cette parade nautique, tous espèrent que sur le terrain aussi, les Dragons continuent à se débrouiller comme des poissons dans l'eau. Alors président, quelle entrée fracassante en jet ski. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, puisque je crois qu'il y a des petits secrets par rapport à ça. Oui, bon écoutez, mes collaborateurs n'étaient pas au courant d'abord pour le ski nautique. Et les joueuses non plus. J'en ai parlé un peu avec Chloé qui m'avait dit non, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, etc. Mais je me suis entraîné la veille avec le pilote du jet ski là, qui s'appelle Karim Lazarga, qui est un type très sympa. Je suis sorti du premier coup. Par contre, le jour J, les joueuses étaient autour de moi à crier allez Thierry, j'étais un peu ému et elles m'ont demandé de mettre le maillot en plus. Quand j'ai démarré, l'eau s'est engouffrée sous le maillot, je voyais plus rien et je suis tombé tout de suite. Et je commençais à avoir un petit peu peur que ça ne le fasse pas. Et puis finalement, du deuxième coup, j'ai réussi à redémarrer. Et donc, on était très contents
que je puisse le faire. Les filles étaient enchantées. Et au retour, ça s'est pas vu non plus, mais il fait une très très belle gerbe qui m'a permis de les rafraîchir dans leur bateau. Atadou avait le maquillage qui coulait, etc. Mais oui, c'était un super moment. J'avais demandé à Manu qu'il nous laisse un entraînement pour répéter, mais c'était hors de question parce qu'on ne peut pas supprimer un entraînement pour ça. Les filles s'en sont très bien tirées avec quelques minutes d'apprentissage. Et puis j'avais prévu encore autre chose, l'arrivée de Dragonette en fait en flyboard. Vous savez, c'est ce type qui a l'eau qui le propulse au-dessus de l'eau jusqu'à 15 mètres là. Et malheureusement, on a eu des difficultés avec la préfecture, mais c'est déjà bien qu'on puisse faire tout le reste. Toutes ces idées, comment elles émergent? Est-ce que c'est collectif? Je pense avec notamment Greg, le commercial, Léa Guillou de la communication. C'est vraiment collégial ou c'est vraiment le président? Non, je suis désolé, ils ont plein d'autres qualités, mais je pense être toujours le moteur. Hier, on a encore fait une après-midi de brainstorming pour faire des choses originales, puisqu'on va avoir des périodes à occuper de novembre à décembre quand il ne va rien se passer. Et j'ai pu remarquer, je suis désolé, mais que malgré mon grand âge, j'ai été encore celui qui avait le plus d'idées ou la source d'idées. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est aussi parce que eux, ils sont dedans en permanence et moi, j'ai parfois un regard extérieur et partout où je vais, je me dis, tiens, est-ce que ça, on pourrait faire un Metz Handball, etc. Et pour la parade nautique, j'étais il y a 3 mois avant avec quelqu'un qui venait visiter la ville et qui me disait que c'était un endroit absolument fabuleux, que c'était superbe. Et je me suis dit, tiens, et François Grosdidier aussi avait parlé de la fête de l'eau, je crois. Donc on était juste, voilà, je me suis dit qu'il y avait un angle, les Jeux Olympiques pour Patrick Weiten. Voilà, tout y était. Et puis ça, finalement, c'est devenu tellement naturel que je me suis demandé pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Parce que pendant 6 mois, je leur demandais à mes collaborateurs, alors qu'est-ce qu'on fait, voilà. Mais le prochain ne sera pas last minute parce que ça y est, celui-là, je l'ai déjà dans la tête. Descente en hélicoptère, comme vous l'avez annoncé? Non, c'est pas possible à cet endroit-là. Et pas de montgolfière non plus, parce qu'on peut pas à l'avance prédire le trajet d'une montgolfière. Je me vois mal dire aux gens, allez, venez vite à Verny, venez vite à Érégie, venez vite là-bas. Donc non, mais ça sera un truc aussi, je pense, original. En tout cas, quel succès populaire, puisqu'il y avait près de 2000 personnes pour assister à cette parade nautique. Franchement, quand je suis arrivé sous le premier pont, je ne sais plus comment il s'appelle, et que j'ai vu sur plusieurs rangs des gens jusqu'à l'autre pont, le pont des Roches, et en haut, etc., et que j'ai entendu une clameur où les gens criaient « Allez président » ou « Allez Metz » ou je ne sais plus quoi, ça m'a fait une impression incroyable, alors que quand je suis arrivé au plan d'eau 20 minutes avant, j'ai appelé Sébastien ou d'autres gens qui me disaient « Bon... » Sébastien Robert, pardon, un de mes collaborateurs, disait « Bon, ça se remplit tout doucement. » Voilà, donc j'ai un petit peu peur qu'on se retrouve à 50 personnes. Mais finalement, et puis ce qui est sympa, c'est qu'il n'y avait pas que des handballeurs, il y avait des Messins, des Mosellans qui étaient en ville ce jour-là ou qui sont venus pour ça. C'est super d'avoir fait participer tout le monde comme ça. C'est vrai, Mathieu, comme l'a dit un supporter, il n'y a que Metz Handball qui propose ce genre d'animation. Je le disais en préambule, il y avait le zoo, il y a eu l'Opéra Théâtre. Il y a 2 ans, on s'en souvient, il y avait le Stade Saint-Symphorien avec le FC Metz. L'an dernier, c'était la cathédrale de Metz. Il faut trouver chaque année une idée. Oui, on a fait un défilé Courrèges aussi, on a fait Wave, vous avez raison, le Tiger World à Amnéville. Enfin, on a fait des trucs Pompidou tout au départ aussi. Donc, c'est vrai qu'on se souvient aussi des robes de mariée. C'était dans les locaux du Républicain Lorrain. Pour tous. Oui. Donc il faut sortir le grand jeu à chaque fois. On voit de plus en plus de clubs qui essayent de faire des présentations un petit peu décalées, etc. Mais finalement, qui d'autre que Metz Handball pour avoir ce savoir-faire, cette maîtrise-là dans les présentations, parce que historiquement, Metz Handball ne s'est pas loupé dans ses présentations, malgré les ambitions. On va toucher du bois, mais voilà, c'est toujours très réussi. Et là, sur cette présentation-ci, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que ça a permis d'incorporer tous les supporters qui voulaient être présents. C'était parfois une des demandes les années précédentes. Les supporters se sentaient parfois un tout petit peu écartés de la célébration. Et bien cette fois-ci, tout le monde a pris part à la fête et c'est aussi ça qui est beau, c'est d'intégrer Metz Handball à la ville et d'intégrer les supporters à cette présentation également. C'est un bel ensemble et ça permet vraiment de positionner le club à sa juste valeur. On a eu beaucoup de chance avec le temps aussi. C'est vrai que c'était à double tranchant, mais ça s'est bien passé. S'il y avait le moindre risque de rage, on aurait annulé. Et là, vraiment, c'était superbe.
Mais l'été indien s'est installé et on en est très content sur la Moselle après un mois de juillet et un mois d'août un peu compliqué. Mais on va pas parler météo maintenant, on va parler des premiers résultats de Metz Handball en championnat. Et là aussi, ça se passe très très bien avec 3 belles victoires. La première, c'était contre Paris 92, c'est certainement la plus significative. Victoire 39-24, plus 15 donc contre Paris 92 de Méline Nocandi. Et après 2 victoires, une victoire à l'extérieur contre Saint-Amand-les-Eaux 24-35. Et mercredi, c'était donc au complexe Saint-Symphorien, une victoire 42-23. Je le disais, président, c'est vrai que sans faire injure, Saint-Amand ou Mérignac, la victoire qui marque le plus les esprits, c'est celle contre Paris 92. Oui, les deux. Paris 92, parce qu'effectivement, il y a une très bonne équipe en face, bonne gardienne de but, Méline, Chamila Misichevich, La Source. Très très bon pivot. On avait aussi Prouvenzier qui était très bien. Donc c'est une belle équipe. Et puis c'est le premier match officiel, donc on ne sait pas trop où on va, on doute un peu. Et on a senti, j'avais parlé un peu, les nouvelles avaient un peu peur. Elles avaient la boule au ventre. Jazz Chambertin, Lucie Granier, etc. Donc franchement, j'étais moi-même surpris du résultat. Et après, il ne faut pas négliger Saint-Amand, parce que l'année dernière, à Saint-Amand, on a gagné d'1 but. Et Brest avait perdu. J'ai dit déjà l'année dernière que c'était des matchs pièges, des équipes qui n'ont rien à perdre, qui essayent de faire tomber le champion. Donc moi je trouve que c'est aussi une belle performance. Alors Mérignac, après oui, on peut relativiser, ont eu peu de temps pour se préparer, etc. Mais ces 2 matchs-là, moi je trouve qu'ils ont de la valeur et j'attendais pas, d'ailleurs personne, d'attendre l'équipe à ce niveau-là aussi rapidement, parce qu'il y a vraiment eu des phases de jeu qu'on n'avait presque pas vues l'année dernière, très très bien huilées, ça fonctionne bien, on sent qu'on a beaucoup travaillé. Et c'est vrai, Mathieu, qu'il y a une intégration express des nouvelles joueuses. Le président a parlé de Jazz Chambertin et Lucie Granier. On peut y ajouter Alina Grichsels, Anne Mette Hansen, qui était un petit peu préservée, touchée lors des 2 derniers matchs. Et je n'oublie pas, parce que je trouve qu'elle fait de bons débuts, la pivot croate Mia Berkic. On entend un peu les mêmes choses à chaque fin de saison, voire même entre novembre, décembre et puis février avec les annonces de départ. Et puis après, il y a de nouveau des espoirs qui s'installent avec les annonces de recrutement. Même chose cette saison, tout le monde se demandait un petit peu comment allait fonctionner ce nouveau Metz Handball, puisque 9 départs, c'est pas anodin finalement. Et bien, Metz Handball a su se renouveler, créer une nouvelle équipe, un nouvel état d'esprit autour de ces joueuses-là. Alors, elles avaient un petit peu le trac pour le premier match. Ça se voit pas au tableau des scores à la fin. Ça veut dire aussi que le travail effectué a été de qualité pendant l'été. On sait que il y a eu les bouchées doubles qui ont été mises, à la fois pour les joueuses internationales qui ont dû manger stage en équipe de France, stage physique, stage de préparation, puis retour à Metz Handball avec des ambitions renouvelées. On sait que Emmanuel Mayonnaud a envie de bousculer aussi certaines choses pour ne pas répéter les erreurs qui ont mené peut-être à l'élimination en Ligue des Champions la saison dernière. Et bien là, cette équipe, elle arrive plutôt bien préparée, plutôt bien en place, même si, quand on regarde les matchs, on sent qu'il y a une marge de progression, et c'est peut-être ça le plus effrayant peut-être pour les adversaires de Metz Handball, c'est de se dire que cette équipe, elle va encore avoir besoin de se caler, certaines joueuses vont encore avoir à se révéler dans les matchs à venir, et c'est peut-être ça qui va être le plus intéressant, c'est de voir jusqu'où cette équipe peut aller, puisqu'elle est déjà assez impressionnante. Sur la marge de progression, on peut notamment parler de Alina Grichsels, qui prend ses marques dans cette équipe, puisque Christina Jorgensen, à ce poste de demi-centre, est tout simplement incroyable sur la lancée de sa fin de saison. Et Alina Grichsels, là on voit les images de son match contre Mérignac, on l'a vu lors de ce match, elle commence, comme je le disais, à trouver des repères et à trouver les bonnes passes, notamment au poste de pivot avec Sarah Bouktit. Oui, c'est un excellent serveur pour Sarah Bouktit et pour les pivots de manière générale. Vous avez raison de souligner que Mia, c'est aussi une bonne surprise pour moi. Elle est toute jeune. Je suis très content du choix. Et Alina va se fondre dans le collectif, alors que c'est une joueuse qui était plutôt individuelle et qui avait l'habitude de jouer avec moins de joueuses de ce niveau-là autour. Je suis sûr que ça va faire des étincelles extraordinaires. Elle a une vision du jeu qui est extraordinaire, elle sait tout faire, elle défend bien, on est très très content. Mathieu, sur les 2 joueuses internationales françaises, Jazz Chambertin et Lucie Granier, là aussi on peut penser que ça monte en puissance. Oui, ça va monter en puissance. On a vu quelques fulgurances intéressantes, notamment sur le tournoi international fin août. On a pu voir Lucie Granier parfois partir en orbite. On se demandait si finalement c'était pas un clone de Chloé Valentini sur certaines séquences, parce qu'elles ont des qualités similaires, une forte défense, une capacité de monter en contre-attaque, d'être assez rapide sur leurs ailes. Donc ça va être assez intéressant de voir comment ça va se développer. Notamment Metz Handball, dont on disait que c'était un club qui ne jouait jamais sur les ailes il y a encore 3 saisons. Et bien force est de constater que ça a changé, notamment
grâce à l'arrivée de Chloé Valentini qui a un petit peu aussi forcé le changement. Et puis désormais avec cette joueuse-là internationale française qui va apporter toutes ses qualités. Et puis bien sûr Jessie Chambertin qui a été utilisée aussi dans un rôle un petit peu particulier, notamment sur le premier match puisque Louise Burgard était protégée en défense pour éviter de se blesser à son doigt et qui rentrait sur les phases défensives en glissant avec Anne-Mette Hansen sur la base arrière. Voilà, c'est des rôles un petit peu particuliers. On leur demande de faire des choses qui sont peut-être parfois un peu inhabituelles pour elles et elles vont tout doucement s'intégrer, se mettre dans l'état d'esprit Metz Handball, aussi bien dans la tactique que dans l'état d'esprit. Et ça va être quelque chose d'intéressant à voir évoluer. Et puis, comme tu l'as dit, internationale française, elles ont des choses à aller chercher et à la fin de l'année et aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Elles voudront se montrer et c'est à Metz Handball qu'on se montre le mieux. Président, sur ces deux joueuses, ces deux recrues françaises. Ah oui, moi je suis très 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 content d'abord qu'on joue la carte française quand on peut. Effectivement, Lucie c'est le pendant de Chloé. On va avoir deux flèches incroyables à l'avant, très très rapides. Puis Jazz, elle est très très perfectible, elle a un contre un, elle saute en extension, elle défend. Ça va être une super joueuse. Alors parlons un petit peu de ce qui blesse, surtout pour Mérignac et pour le championnat de France, la Ligue Butagaz Énergie. C'est vrai que Mérignac a donc été sauvé in extremis, même pas in extremis, puisque le championnat avait d'ores et déjà commencé. La décision a été prise vendredi dernier, donc tardivement d'ailleurs. Mérignac qui a été repêché de dernière minute pour que le championnat donc soit à 14 et non à 13. Mais c'est vrai que ça fait désordre pour un championnat et une ligue qui se veut ambitieuse. Oui, vous avez raison. Si on entend le président de Mérignac, il explique qu'il manquait un papier à la CNCG, qu'on a attendu un mois pour lui demander. Si c'est le cas, c'est vraiment... Ça dénote d'une organisation moyenne. J'espère que ça va s'améliorer. Mais commencer le championnat à 13 et qu'il y en ait un qui nous rejoigne quelques jours après, vous avez raison, ça fait désordre. Et pour le handball français et féminin, je pense que c'était pas un bon moment. Vous préconisez un championnat peut-être à 12 ? Oui, à 12. Je le vois avec le prisme d'un club qui joue la Coupe d'Europe et qui essaie d'aller le plus loin possible, donc il la joue longtemps, surtout avec les formules de championnat en Coupe d'Europe maintenant, on a un certain nombre de matchs. Rajouter c'est surtout en termes de déplacement parfois lointains, c'est compliqué à organiser techniquement et financièrement à assumer aussi. On perd beaucoup d'argent sur ce type de déplacement. Et puis on était en allée olympique. Je pense qu'on a envie, on en reparlera peut-être, d'amener nos joueuses en bon état jusqu'aux Jeux Olympiques, mais que quand même elles jouent la carte du club. Donc il y aurait eu 2 clubs de moins, c'était pas un drame pour moi. Mais j'entends les petits clubs qui jouent pas la Coupe d'Europe, qui sortent rapidement en Coupe de France. Ça fait que quelques matchs de championnat, c'est insuffisant pour les joueuses et puis pour les partenaires. Il faut trouver en tout cas le juste milieu, mais c'est vrai que changer comme ça en cours de saison, même s'il n'y avait que 2 journées, ça fait un petit peu bizarre. Mathieu, je sens que tu vas prendre ton costume de sniper, justement, pour peut-être un petit peu allumer justement la Ligue. Moi, j'ai envie d'être très dur sur cette décision-là, parce qu'une équipe qui rejoint après 2 journées déjà disputées, ça n'a aucun sens pour l'équité sportive. Ce sont des matchs qu'il va falloir replacer plus tard dans le calendrier, peut-être contre des équipes qui auront déjà un calendrier chargé. Les joueuses qui sont dans cet effectif-là n'étaient pas préparées non plus à la Ligue Butagaz Énergie. Je ne suis pas persuadé qu'à Mérignac, on était certain à 100% au niveau du coach et de ses équipes que ça allait disputer à ce niveau-là. Donc ce sont des joueuses qui sont en phase d'apprentissage. Il y a beaucoup de joueuses de centre de formation, il n'y a pas tant de professionnels que ça finalement. Donc ils vont être confrontés à des oppositions très difficiles. Alors ça va être peut-être un apprentissage express, mais c'est pas forcément rendre service. Et quand on voit qu'il y avait la situation de Celles-sur-Belle avant ça, qui avait gagné son maintien sur les terrains, qui avait su convaincre, qui construit son projet depuis plusieurs années, qui avait obtenu le statut VAP, qu'on lui avait retiré, qu'il avait obtenu à nouveau, qui était monté en première division, qui avait un projet somme toute plutôt cohérent et qui finalement se retrouve en D2 et que Mérignac, qui avait des gros problèmes financiers, revienne en première division, moi ça me laisse à penser qu'on risque d'avoir plus tard dans la saison d'autres problèmes financiers qui vont apparaître dans un club ou dans un autre, que le problème va continuer à se répéter, parce que pour moi on ne met pas les clubs dans des situations adéquates pour se développer correctement et effacer ces problématiques. Combien de clubs ont fait faillite ces dernières années? Combien de clubs sont en difficulté? À la mi-saison, on va de nouveau avoir des vidéos, des clubs qui demandent des soutiens, etc. C'est pas normal pour un championnat qui se veut professionnel, inspirant et qui essaye de se développer le plus possible. Et au-delà de ça, quand on voit l'annonce des calendriers, quel championnat annonce des calendriers avec équipe 1, équipe 2, on ne sait pas qui va jouer quoi, qui va jouer où, ni comment. Comment organiser ça? Comment le vendre aux partenaires qui sont quand même les principaux financeurs du handball?
pour moi, c'est une hérésie totale et on va nulle part avec ce genre de décision de dernière minute. Et j'espère que ce sera peut-être la dernière fois parce que je suis quelqu'un d'optimiste. En tout cas, on a mis la machine en route, la pièce dans le jukebox. Il faudra envoyer la tirade que je cautionnerais si j'étais pas partie prenante à la Fédé parce que ça résume tout, effectivement. Effectivement, équipe 1, équipe 2, donc ça sera finalement Stella Saint-Maur et cette équipe de Mérignac. On a encore plein de choses à voir dans cette émission. On va en parler dans quelques secondes de la Ligue des Champions, mais place à la pub. De retour pour le premier numéro de Dragon Mag et on va parler Ligue des Champions puisque c'est le grand retour de la compétition européenne ce week-end. Pour commencer, on va regarder, puisque certains ne le savent pas peut-être, la poule de Metz Handball, peut-être la poule de la mort, comme vous l'avez dit, président, lors du tirage au sort. Metz Handball qui retrouve ICAST, club danois, Krim Ljubljana, club slovène, le FTC, tout simplement le vice-champion d'Europe, le Rapid Bucarest, le club roumain, Esbjerg qui était également au Final Four, Vipers Kristiansand, le triple champion d'Europe, et enfin le club de Lubin en Pologne. C'est vrai que c'est du très très lourd, président. Ah oui, c'est énorme. Ça nous a fait grimacer, Manu et moi, quand on a vu le tirage au sort. Vipers, Ljubljana, Bucarest, Sør-Canor, etc. Esbjerg qui est aussi un club monstrueux. Enfin, c'est compliqué. Ça va être compliqué, mais on verra bien. Même en termes de voyage, vous auriez préféré Bietigheim? Oui, de loin, parce que les voyages, on est en train de préparer Vipers ou Esbjerg, ça coûte horriblement cher en hôtellerie, en transport, c'est quelque chose de terrible, alors que Bietigheim, c'était l'autocar, donc ça aurait été... Bon, mais enfin, c'est comme ça, on ira quand même. Sur cette poule, Mathieu, c'est vrai que c'est très très dense, hein, puisque en dehors de ces trois autres équipes qui ont disputé le Final Four, il y a le Rapid Bucarest qui n'était pas loin l'an dernier avec les Sør-Canor, et on sent effectivement que du côté de Krim Mercator, de Ljubljana, il se passe quelque chose. On l'a vu notamment lors du tournoi international amical qui s'est disputé en août à Metz. Je vais résumer ça en quelques mots, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'effectivement, Metz Handball s'est établi comme étant une des meilleures équipes d'Europe. Et bien aller se frotter aux meilleures équipes d'Europe, ça fait partie du jeu. On va avoir des beaux matchs avec des étincelles. On va avoir de très belles équipes qui vont se déplacer aux arènes. On va retrouver aussi des ambiances, même à l'extérieur. On parle du Rapid Bucarest. On se souvient de la... Ah, t'as kiffé ça, hein. L'année dernière, c'était peut-être la plus belle ambiance, entre guillemets, même si c'était hostile pour Metz Handball. Mais c'est quand même le club qui a su déployer le plus de chaleur et qui a peut-être failli désarçonner Metz Handball à un moment donné. Ça s'est terminé par un match nul. C'est aussi parce que ça poussait très très fort derrière. Donc c'est des matchs qui sont intéressants. Ce sont les matchs qui font la gloire du handball européen quelque part. Donc ça va être assez intéressant. Et puis bon, voilà, retrouver le FTC pour démarrer. On va avoir l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que c'est pas anodin. Ça va permettre de poser les jalons. On a Esbjerg, on a Vipers. Bah oui, forcément, Vipers, il faut aller les chercher. Il faut montrer que cette équipe, eh bien, elle n'ira pas chercher une nouvelle Ligue des Champions. Ça commence à faire beaucoup d'affilés. On a envie de voir des clubs les chercher, se mettre au niveau, et ça fait partie du développement du handball féminin, donc j'ai hâte. En tout cas, ça c'était votre volonté, vous souhaitiez retrouver Vipers. Oui, je suis très content d'accueillir le triple champion d'Europe pour le public en termes d'influence, pour le club, c'est extraordinaire, et puis pour nous étalonner face à la meilleure équipe du monde. Et c'est vrai, Mathieu, tu l'as dit, ça commence très très fort dès ce week-end avec la première journée donc de cette poule en Ligue des Champions, dès ce samedi à 16h, avec ce match donc qui sent forcément un petit peu le soufre. On va en reparler entre FTC et Metz Handball. Il y aura également ce samedi ICAST, Vipers, Kristiansand, Lubin ou Lubin, je ne sais jamais comment on dit. Lubin contre Krim Ljubljana, et dimanche Esbjerg, Rapid Bucarest. On s'en souvient effectivement, FTC qui avait éliminé Metz Handball en quart de finale. Peut-on parler de revanche alors que cette fois-ci, ça ne sera entre guillemets qu'un match de poule? On a posé la question à Sarah Bouktit, à Emmanuel Mayonade. On les écoute. Non, je pense qu'on ne parlera jamais de revanche. C'est une nouvelle saison, une nouvelle équipe. Ce qui s'est passé la saison dernière, c'est passé, on l'a oublié. Maintenant, on repart sur de nouvelles bases. C'est pas du tout un esprit de revanche, c'est surtout un esprit de commencer une belle Ligue des Champions avec, on essaye, beaucoup de victoires. Alors, je vais parler pour moi. Moi, j'ai complètement switché. C'est ce que je disais, peut-être parce que le match il est là-bas. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai clairement switché dans ma tête. Je suis passé à autre chose. Parce qu'en plus, c'est pas un discours que j'aime. C'est pas ce qui m'anime moi au quotidien quand je viens entraîner cette équipe-là. J'ai juste envie qu'on montre à tout le monde qu'on est là, qu'on existe encore, que le départ de Bruna, des unes et des autres, nous a pas impacté et affecté sportivement, et qu'on a tout ce qu'il faut pour exister sur la scène européenne.
la volonté aussi de faire perdurer notre histoire collective, de montrer qu'on avance ensemble, etc. Donc, moi, il n'y a que ça. Je ne fais pas du sport pour être animé de revanche ou des choses comme celle-ci. Et en plus, c'est quoi le discours que je passe à Jazz, à Alina, à Nemeteux, à Mia, à Lucie, qui étaient des choses qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vécu ça, non. Je suis passé à autre chose et j'animerai mon équipe différemment ce week-end. Je ne suis pas certain que vous, Président, vous avez totalement switché ce qui s'était passé au printemps dernier. Non, je switcherai malheureusement jamais. C'est mon pire souvenir probablement de président, mais bon, il faut toujours un pire, donc voilà. Et puis voilà, maintenant, on a très très bonnes relations avec FTC, on s'entend très très bien. Les coachs s'apprécient, les présidents aussi, les équipes aussi. Il y a des joueuses que j'adore comme les Kitsch, etc. FTC. Donc c'est aussi un peu une joie de les retrouver et surtout de montrer qu'on est encore là, quoi. C'est surtout ça que j'ai envie. Je sais pas, chacun a des idées différentes, mais lui a sûrement envie de montrer qu'on a bien travaillé, etc. Peut-être de montrer qu'on est meilleur si on gagne là-bas. Moi, j'ai envie de montrer que année après année, en tant que président, ce qui m'intéresse, c'est la pérennité. J'aurais montré qu'on est encore là. Voilà. Mathieu, c'est quand même, pour commencer, un test grandeur nature. Au-delà du fait que c'est le bourreau de Metz Handball l'an dernier, comme je le disais, c'est tout simplement le vice-champion d'Europe qui affronte Metz Handball. Oui, c'est une très belle équipe. On a pu la voir peut-être en demi-teinte au tournoi international. C'est une équipe qui n'a pas rencontré le succès qu'elle aurait pu aller chercher. Peut-être c'est une équipe qui est venue en levant le pied, en prenant ça comme de la préparation purement et simplement, et pas comme une compétition qu'il fallait à tout prix gagner. Mais c'est une équipe qui, dans sa salle, va essayer de désarçonner Metz Handball. Je suis certain que parmi les supporters autour, il y aura ce souvenir de ce match, le fait d'avoir été éliminé Metz Handball, qui avait été dominant par avant aux arènes. C'est pas rien. On le sait que peu d'équipes viennent gagner aux arènes de manière assez historique. Ça a toujours été une place forte. Donc ils ont ce souvenir-là, ça va pousser en faveur de FTC. C'est un match que les Dragons vont devoir aller chercher. Effectivement, Emmanuel Mayenat parlait des nouvelles joueuses qui n'ont pas cette historique-là. Eh bien, il va falloir réussir à leur inculquer quelque part cette histoire, ce passé qu'il peut y avoir et le fait que c'est une équipe qu'il faut aller chercher pour contraster un petit peu ce qu'on a entendu de la part d'Emmanuel Mayenat et de Sarah Bouktit. J'ai pu m'entretenir avec Chloé Valentini qui m'a dit tout simplement il est hors de question qu'on perde un match contre cette équipe-là, que ce soit une phase de poule, une demi-finale, un quart de finale, quoi que ce soit. Il est hors de question de parler. Bien sûr, il est hors de question de perdre un match contre cette équipe-là aujourd'hui ou demain. Pour elle, c'est acté et elle a vraiment envie de transmettre ça aux autres. Et je pense, sans m'être entretenu avec, Atadou Sako, qui est un petit peu sur la touche, aura envie elle aussi d'aller se frotter à cette équipe-là parce que c'est une battante et elle a envie de gagner. Et on comprend mieux en t'entendant pourquoi Chloé Valentini a été nommée capitaine. Et bien justement, on en parle tout de suite dans la deuxième mi-temps. Chloé Valentini a donc succédé à Bruna De Paola comme capitaine de Metz Handball. C'est la 7e capitaine de l'histoire professionnelle, entre guillemets, de Metz Handball. Et vous le voyez sur ce tableau récapitulatif. C'est vrai que les 6 premières, ce sont tout simplement des légendes de Metz Handball, mais ce sont des légendes du handball français d'une manière générale. Isabelle Wendling, Nina Canto, Graza Hadi, Astrid Ngouan, Méline Nokandi. Elle n'est pas française, mais quand même, elle a tellement marqué le championnat. C'était donc Bruna De Paola. Président, quand le nom de Chloé Valentini est sorti, est-ce qu'il y a eu une petite surprise de votre part, ou pour vous, c'est totalement logique ? Pas de surprise parce qu'on en a parlé pendant des semaines et des semaines avec Manu. Donc, nous aussi, on en a beaucoup parlé. On avait plusieurs candidates. Il y avait aussi Sarah Bouktit, il y avait Christian Jorgensen, Louise Burgard, Atadou Sako, etc. Donc, je pense qu'il fallait choisir parmi ces 5-là. Qu'est-ce qui a fait la différence, justement ? Il y avait déjà deux étrangères. Après, un gardien de but, c'est parfois plus difficile. Il restait donc pour moi Sarah, pur produit messin, et Chloé qui a épousé les valeurs messines. On va dire que je pense que Chloé est un peu plus expérimentée, un peu plus âgée que Sarah. Donc je pense qu'effectivement, au bout du compte, naturellement, on arrive à ce résultat. Et je suis enchanté que Chloé, qui a pris aussi une nouvelle, maintenant, dimension. Je cherchais le terme, une nouvelle dimension. Le rôle de capitaine la conforte encore. C'est quelqu'un de très très solide mentalement. C'est une personne que j'adore, comme j'ai adoré toutes les capitaines
précédente et avec qui ça se passera, j'en suis sûr, très 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 bien. Elle incarne des valeurs de travail, de sérieux, elle renonce jamais, c'est quelqu'un de bien. Nouvelle dimension puisqu'elle a également porté le brassard de capitaine en équipe de France durant l'été. Alors c'est vrai que certains cadres n'étaient pas là, mais peu importe. Avant de t'entendre, mon Mathieu, on a posé là aussi la question aux supporters présents en milieu de semaine lors du match contre Mérignac. Que pense-t-il de la nomination de Chloé Valentini? On les écoute. Chloé a tout à fait les capacités d'assurer le rôle de capitaine. C'est une joueuse d'expérience déjà, qui connaît bien le club aussi, qui a montré même en équipe de France qu'elle sait gérer. Après, c'est vrai que ça peut être étonnant de voir une capitaine au poste d'ailière, mais je pense qu'elle saura tout à fait gérer les responsabilités appliquées par le capitana. Superbe choix, c'est mérité. Avec les saisons passées, rien à dire. C'est vraiment, elle est légitime par rapport à ce poste. Très très bon choix, parce qu'en plus elle rayonne, elle est vive, elle parle avec tout le monde, même si elle est encore un petit peu timide. Et du coup, ça permet vraiment de faire une cohésion dans l'équipe. Vraiment un bon choix. Puis les buts qu'elle nous met à chaque fois, je pense qu'ils ont bien fait de choisir Chloé. Ils ne sont pas trompés. Ça aurait pu être Sarah, mais peut-être l'année qui vient ou l'année d'après. Oui, soit Sarah Bouktit ou Christina Jorgensen, dépend, mais après, ça pourra peut-être se faire dans le futur, hein, je ne sais pas. Mathieu, on entend de la bouche des supporters, mais aussi du président, que c'est finalement la finale pour ce brassard. C'est joué donc entre Chloé et Sarah. Mais c'est vrai, comme l'a dit le président, qu'en termes d'expérience, Sarah, elle est encore toute jeune, elle a 21 ans. C'est peut-être pas plus mal de lui donner un petit peu moins de responsabilité, même si on sait tous qu'elle adore ça. Sarah Bouktit aurait pu prendre le brassard et ça n'aurait posé de problème à personne, je pense. Et elle a le caractère, elle a la volonté, elle a la dynamique pour ça. Mais voilà, le choix, à mon avis, c'est tranché sur un pile ou face finalement, parce que ces deux joueuses-là sont tellement importantes pour le club aujourd'hui que c'était très difficile de trancher. Moi, j'ai aimé le discours d'Emmanuel Mayonnaud après un des matchs où il avait été questionné justement sur ce capitana-là. Et il avait dit, d'accord, il y a Chloé Valentini qui est capitaine, mais autour d'elle, il y a 13 co-capitaines, 13 suppléantes, puisque tout le monde est important dans le vestiaire, et le jour où Chloé Valentini va être un petit peu moins bien, elle pourra compter sur toutes les autres qui sont autour d'elle, y compris Sarah Bouktit qui avait été citée à ce moment-là. Et c'est ça qui est le plus important, c'est d'avoir un collectif. Certes, il faut donner le brassard à quelqu'un, il faut mettre un petit C sur la feuille de match à côté d'un nom. C'est Chloé Valentini, c'est elle qui va porter ça par son attitude, par son savoir-faire, mais autour de ça, toutes les joueuses de Metz Handball vont devoir cette saison avoir leur importance à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui me surprend, et personnellement, j'ai pas attendu l'annonce qui a été faite sur les réseaux sociaux, etc. J'ai eu la chance d'aller à un entraînement cet été et je l'ai senti. C'était au retour de l'équipe de France. Elle avait déjà pris cette stature-là, elle avait cette posture vis-à-vis de ses coéquipières, etc. Chloé Valentini, elle a une attitude pour moi qui est sur le terrain et en dehors, fait qu'elle va être une très bonne capitaine pour Metz Handball. Et là où j'attends du changement par rapport aux saisons précédentes, c'est qu'on a eu des capitaines pour un an, que ce soit Méline Nocandi, que ce soit Bruna De Paola, que ce soit Astrid Nguyen, ça a été des capitaines à d'un an. J'aimerais bien que ça s'inscrive dans la continuité, comme le président le disait tout à l'heure, lui il aime que les choses se fassent dans la durée. Bien pour le capitana, pour moi ce serait important de retrouver cette durée. Et normalement, je crois que Chloé Valentini a signé l'été dernier pour un an plus 2 en option. Elle sera encore là l'année prochaine. Ben voilà, mais Sarah aussi. Effectivement, alors pour dévoiler un petit peu les secrets, c'est vrai, je dois le reconnaître, que Mathieu m'avait dit d'entrée durant l'été que ça serait Chloé Valentini. Moi, j'avais misé davantage sur Sarah Bouktit. Bravo à toi. En tout cas, on va parler très brièvement, avant de passer à la conférence de presse, de Sarah Bouktit, puisqu'elle a été impériale, comme je l'ai dit, notamment sur notre site, sur Moselle TV, lors de ce match contre Mérignac, avec un 12/12 éblouissant. Malgré tout, elle est aussi au cœur de l'actualité, un petit peu malgré elle, puisque Olivier Krumbolz, le sélectionneur national, a donc confié dans une interview à nos confrères du Républicain Lorrain, je vais le citer, que Sarah Bouktit, c'est un gros chantier, elle a encore beaucoup de progrès à faire, elle brille avec Metz, il faudra un peu plus de temps pour qu'elle brille en équipe de France. Je pense que le retour de Grazadi, qui est un passeur hors pair, va lui faire du bien. C'est un dossier important. Sarah a une grosse marge de progression. C'est vrai que président, Sarah, elle est très jeune, forcément elle a une grosse marge de progression, mais on a l'impression que Olivier Krumbolz, il n'a pas encore totalement confiance en Sarah, alors que Sarah montre de très très belles choses depuis maintenant plus d'un an. Alors, moi je vais dire que pour l'instant, je n'échange Sarah avec personne, parce que
Non seulement elle marque, elle attrape les ballons dans toutes les positions, elle a une réussite au tir incroyable. Elle est, malgré effectivement son poids dans les premiers en contre-attaque, elle tire les pénaltys, elle défend, elle joue 50 minutes par match. Franchement, j'en connais pas une deuxième comme ça en Europe. Bien sûr que Pauletta Fopa est un excellent pivot, mais pour moi, sont toutes les deux pivots extraordinaires. Encore une fois, j'échange pas avec qui que ce soit cette joueuse-là. C'est aussi un des éléments stabilisateurs de l'effectif, qui aurait pu être capitaine comme vous l'avez dit. Donc je suis j'ai une grande confiance en elle, j'adore cette joueuse. Maintenant, pour revenir aux paroles du sélectionneur, c'est lui, le sélectionneur, c'est lui qui décide, donc il a ses critères de choix. J'espère de tout cœur que Sarah ira aux Jeux Olympiques. Moi, je pense que c'est sa place. Je serais déçu qu'elle n'y aille pas, mais je ne connais pas les critères du sélectionneur. Peut-être qu'il souhaite un pivot qui a une façon de jouer différente, j'en sais rien. Voilà, en tout cas, j'espère qu'elle ira et je trouve qu'elle le mérite. Elle a une progression fulgurante et c'est un des meilleurs pivots du monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont peut-être 4 arrivées des Jeux Olympiques. Il y a Pauletta Fopa, il y a Béatrice Edvige, si elle retrouve son meilleur niveau. Et on n'oublie pas non plus Ondono, même si c'est vrai que si on voit Ondono aux Jeux Olympiques et pas Sarah Bouktit, ça nous ferait tiquer, mais on n'en est pas là. En tout cas, peut-être que justement, le sélectionneur national a envie de piquer Sarah Bouktit. Ça peut être aussi une option pour qu'elle progresse encore un petit peu. C'est peut-être ça. J'ai envie de croire en la clairvoyance du sélectionneur national qui a fait ses preuves quand même pendant quelques années maintenant. Donc, on peut lui faire confiance. J'ai envie d'y croire. Je pense qu'il essaye de piquer Sarah Bouktit pour aller chercher toujours plus loin. Qu'elle ait une forte marge de progression, tant mieux. Parce qu'à 21 ans, elle fait déjà partie des meilleurs pivots d'Europe. Elle a fait du mal à toutes les défenses d'Europe. Elle a fait du mal à toutes les attaquantes d'Europe. Maintenant, si elle peut encore progresser et aller chercher plus loin, ça veut dire qu'on aura certainement la possibilité de se souvenir d'elle pendant très longtemps, parce qu'elle aura franchi un cap que rares sont les joueuses qui le franchissent. Voilà, pour moi, Sarah Bouktit est déjà sur un très très haut niveau. J'espère la voir sur ces compétitions internationales, à commencer par cet hiver avec les mondiaux, et qu'elle ira jusqu'aux Jeux Olympiques, parce qu'elle mérite ça, et ça fait partie aussi de sa progression, ses passages en équipe de France, etc. On sait que les déclarations de Lily Crumbles ont aussi été des passages un petit peu importants. Finalement, on se souvient de quand il disait que physiquement elle n'était pas au niveau, etc. Puis finalement, elle a réussi à être sélectionnée, elle fait son trou petit à petit. Peut-être que ces nouvelles déclarations présagent d'un nouveau cap en équipe de France pour Sarah Bouktit. En tout cas, je le souhaite. On verra bien. En tout cas, on va rapidement terminer cette émission avec la conférence de presse. Pour terminer cette émission, ça va être 2 questions chacun, mon Mathieu. La première question, au poste d'arrière, vous souhaitiez renforcer cette base arrière justement avec une joueuse supplémentaire. Où en êtes-vous ? Oui, on souhaite toujours. On a été extrêmement prudent dans le recrutement. Je voulais que la masse salariale soit inférieure à celle de l'année d'avant. J'ai très peur de la crise énergétique. On s'est rendu compte qu'en termes d'abonnement, ça se passe très bien, en termes de partenariat aussi. Donc on aura peut-être la possibilité on cherche, en tout cas financièrement c'est possible, une arrière, mais il faut trouver une arrière qui soit meilleure qu'une arrière de centre de formation chez nous. Et c'est un peu trop tôt, il faut peut-être attendre que certains clubs aient des difficultés financières ou soient éliminés en Coupe d'Europe ou quoi, on verra, mais on cherche activement. Cela dit, j'ai beaucoup aimé les passages de Golvé qui a fait vraiment ce qu'il y avait à faire à chaque fois, mais on cherche une joueuse, oui. Mathieu. Justement, on est sur la même thématique. Ce centre de formation messin, il continue d'apporter parfois des pépites, parfois des très bonnes solutions en cas d'absence. On a aussi vu Fatima Camara être avec l'équipe première ces derniers temps. Il y en a d'autres qui vont pointer le bout de leur nez, des internationales françaises jeunes pour certaines. C'est une satisfaction de voir qu'on arrive toujours à Metz Handball à former ces jeunes joueuses qui vont pouvoir intégrer ou en tout cas donner un coup de main à l'équipe première. C'est une satisfaction, mais c'est un impératif aussi, puisque on sait que c'est l'ADN du club de former des joueuses françaises, donc c'est obligatoire. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir de nouvelles pépites sorties ? On sait que dans la liste qui a été donnée à l'EHF pour Ligue des Champions, il y a beaucoup de joueuses de 16, 17, 18 ans qui... Il y a Emma Tussella, bien sûr, qu'on connaît, mais il y a aussi Manon Erard à l'aile droite, et puis à l'arrière, j'adore Delia, je trouve qu'elle a beaucoup de ressemblances avec Méline. Et voilà, il y a Angela Zagar aussi qui reprend, joueuse croate arrière droite qui fait un 98, je crois. Elle revient des croisés, elle s'était blessée en février. Donc voilà, j'espère que progressivement on pourra
incorporer peut-être sur des matchs faciles, ou en tout cas, s'il y a des blessures, ces joueuses-là. On parlait tout à l'heure d'Olivier Krumbolz. On le sait, il va arrêter l'été prochain. Il y a 2 noms qui sortent du lot, Raphaël Tervel et Emmanuel Mayonade. Est-ce qu'on sait vos liens très forts avec Manu qui vont bien au-delà du rôle président-entraîneur? Est-ce que vous avez un petit peu peur peut-être de le perdre pour la saison prochaine ou c'est encore trop tôt? Alors je lui souhaite de tout cœur. Son contrat s'arrête à la fin de saison. Il sera libre si la Fédé veut lui confier le poste, et ça sera vraiment sans le moindre regret, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il le mérite et pour qu'il ait ce poste-là. Le club s'organisera après, on verra. Je pense que Manu m'aidera aussi à trouver un successeur si il ne peut pas faire les deux selon vous? Moi, je suis absolument certain qu'il puisse faire les deux, mais je ne suis pas sûr que la Fédé l'entende de cette oreille. J'aurai une discussion avec Philippe Bana dès que possible, mais en tout cas, je pense qu'après Olivier, Manu mérite, il a prouvé déjà, il était champion du monde avec une autre équipe. Pays-Bas. C'est le meilleur entraîneur actuellement en handball féminin, incontestablement. Il a tout gagné. Enfin voilà, je pousserai, même si c'est au détriment de Metz Handball, par amitié aussi, par justice, pour qu'il ait ce poste. C'est tout à votre honneur. La dernière question, comme promis, à toi Mathieu. Alors mercredi, Metz Handball a défié Mérignac au complexe Saint-Symphorien. On sait que c'est pas la meilleure enceinte pour aller disputer un match de handball, et ça a été fait, je pense, à contre-cœur quelque part, mais c'est pas la seule fois où les problématiques sont rencontrées pour pouvoir avoir les arènes pour les matchs de hand. On sait que c'est quelque chose qui se poursuit au fil des années. Certains supporters militent pour que les arènes soient gratuites et à disposition principale de Metz Handball. On sait que c'est un doux rêve. Comment est-ce que ça s'organise de ce côté-là? Alors gratuit, ça ne sera pas possible parce qu'on est passé en société, et donc c'est possible pour une association mais pas pour une société, donc ça ne sera pas possible. Par contre, on a vraiment actuellement avec la nouvelle direction des arènes, Thierry Jankowski, vraiment des relations qui sont excellentes et qui font qu'à chaque fois que c'est possible de déplacer un spectacle aux arènes, les arènes jouent le jeu et essayent de nous faciliter les choses. Il me reste sur toute l'année, je crois, une difficulté, c'est un match contre Esbjerg. Bien sûr qu'on s'en ira quand ça sera l'Open de Moselle, mais ça on le sait depuis longtemps, et on leur souhaite beaucoup de succès. Mais il me reste encore un match à caser et on aura solutionné le problème pour cette année. Merci beaucoup, Président, d'être venu une nouvelle fois sur ce plateau. Merci Mathieu. Nous, on se retrouve dès mercredi prochain pour la prochaine journée de Ligue Butagaz, et cette rencontre à domicile face à l'OGC Nice. On se retrouve à partir de 19h55. Ce seront les retrouvailles avec Clément Alcacer, mais aussi un match forcément un petit peu particulier pour Jazz Chambertin, mais également Atadou Sako. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye!